Si je vous dis Center Park, on est nombreux à y être déjà allés, et moi-même j'y suis allé, et on imagine bien comment est foutu un Center Park. Bah oui, on l'imagine bien, parce qu'en fait c'est un immense domaine avec plein de piscines et énormément de gîtes très stylés. Pourtant, ce géant du tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas parti d'une grande industrie touristique, mais elle est bel et bien partie d'un seul homme. Donc avant Center Park et tout ce qu'il y a autour tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a un seul homme qui s'appelle Pete Terkson. Bon, j'ai galéré à le dire au départ, mais maintenant à force de travailler sur le sujet, je peux vous dire je suis rodé. Mais quand même pour le bien de la vidéo, on va l'appeler Pete. Il est né le 15 février 1913 dans un petit village des Pays-Bas. Il est le fils d'Adrianus Derkson, qui est un professeur d'agriculture. Quant à sa mère, elle est née en Belgique, et elle, pour le coup, comme à l'époque, c'est une mère au foyer en fait. Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, Pete, il vient pas vraiment d'un milieu ouvrier hyper misérable comme on peut l'imaginer à l'époque, mais il vient pas non plus d'une grande classe aristocratique comme on pourrait l'imaginer en voyant ce qui est devenu Center Park aujourd'hui. Il faut savoir que la famille de Pete, elle vit à Rotterdam. Bon, c'est la grande ville portuaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui est un peu en galère à ce moment-là parce que c'est après la Première Guerre mondiale. Et donc dans la mer du Nord, il y a encore énormément de contrôles et énormément de blocus. Bref, des grosses tensions géopolitiques un peu comme on les connaît aujourd'hui, quoi. Pendant et après la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Américains montent un blocus dans la mer du Nord. Le but est d'affaiblir l'Allemagne nazie en gardant un contrôle sur les cargaisons qui sortent et qui entrent de son territoire. Les bateaux étaient emmenés dans des ports destinés à ces contrôles. Après la Première Guerre mondiale, la mer du Nord est un véritable champ de mines aquatique. De nombreuses opérations de déminage étaient nécessaires afin de refluidifier le trafic. De ça en découlent des prix qui augmentent, de l'énergie qui est rationnée, et vient s'ajouter à tout ça la crise économique de 1929. Pourtant, à Wall Street, la frénésie continue. Les investisseurs, obnubilés par la promesse du profit. Donc ouais, forcément, vivre à Rotterdam à ce moment-là, c'est pas fun. Voilà, c'est un peu ce que je veux vous faire comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? À ce moment-là, c'est pas fun. Quoi, c'est pas cool? Parce que les emplois manquent énormément, beaucoup de gens sont donc chômeurs. Pour vous dire, l'État néerlandais a même inventé un concept qui s'appelle le work relief. Le work relief, c'est tout simplement remettre les chômeurs dans du travail. Faire du terrassement, faire de la maçonnerie. Bon voilà, c'est des petits jobs hyper nécessaires à la société parce que ça pourrait apparemment renforcer les débordements ou les mauvaises conduites. Aïe aïe aïe, bon, je sais pas si c'est bon ou mauvais, c'est pas à moi d'en juger, dites-moi dans les commentaires. Pete ne devrait pas trop être concerné par ce problème. Parce que apparemment, il était plongé dans les livres à longueur de journée, d'après ce qu'a dit son père. Et pour vous dire, c'est même son père qui l'a forcé à sortir de chez lui et à se mettre au tennis. Il en avait ras-le-bol de le voir dans les bouquins, quoi. Donc du coup, Pete, il s'inscrit dans le club de tennis de la ville et il commence vraiment à apprécier la discipline. Bon, pour Pete et sa famille, tout va à peu près bien. Avant que l'Europe se fige de nouveau dans une guerre mondiale, quoi. Bon, les Pays-Bas restent officiellement neutres au début de la guerre. Mais la menace commence quand même à tendre la population et elle commence vraiment à se rapprocher. Le 28 août 1939, le gouvernement néerlandais déclare la mobilisation générale. C'est environ 150 000 hommes qui ont déjà réalisé leur service militaire qui sont appelés. D'après l'Institut néerlandais de l'histoire militaire, la plus vieille classe de conscrits mobilisés a 35 ans. Pete, lui, à ce moment-là, il en a 26. Donc ça nous laisse quand même penser qu'il a été mobilisé lui aussi pour défendre son pays. Et quelques mois plus tard, tout bascule. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. 5 jours plus tard, c'est Rotterdam qui est anéanti par l'armée allemande. On parle de près de 850 morts du côté civil, plus de 800 hectares détruits, et donc plus de 80 000 personnes qui se retrouvent à la rue. C'est un bordel monstre. Les Pays-Bas capitulent et rentrent dans la période de l'occupation allemande telle qu'on la connaît. La RAF, l'Anne Frank, tout ça quoi. Là, vous vous dites sûrement qu'il est difficile de voir quelque chose de positif. Je suis d'accord. Mais vous allez voir, on va s'en sortir. Un an après l'invasion, à 28 ans, Pete décide de se marier.
Pete, il explique dans un article que à cette période-là, il sait pas trop quoi faire de sa vie en fait. Il a plutôt pas mal de capacités intellectuelles, il a l'air de commencer à sortir un petit peu de son cocon, et donc il décide de suivre une formation chez Unilever. En fait, c'est un distributeur de produits ménagers et produits alimentaires, un peu leur Leclerc de chez eux, quoi. C'est une période quand même relativement chamboulée, et par la guerre, et par l'occupation, mais il s'en sort plutôt bien, et ça pour la suite, c'est quand même essentiel. Les Néerlandais décident de tout de suite reconstruire le port de Rotterdam. Et ça, ils y mettent un point d'honneur. C'est au milieu de cette grande reconstruction que Pete prend son élan. Et donc il profite de cette période pour demander à son père un crédit familial pour racheter un terrain de tennis. Et il l'achète précisément à Kralingen, à côté de Rotterdam. Donc en plus de louer son terrain de tennis, il propose un service de réparation de raquettes et de vente de matériel. Bon, Pete, on comprend bien, c'est business, business, business. Voilà, il y a un peu de loisirs, mais business. Ça y est, enfin, en 1953, Rotterdam est reconstruit. Les chômeurs ont mis la bouchée double pour réparer les routes, reboucher les trous et tout ça quoi. Sans rire, Rotterdam est ressorti de terre pour devenir le plus grand port du monde quelques années plus tard. Quant à elle, la ville est devenue l'une des villes les plus modernes d'Europe, avec des nouveaux commerces et surtout une grande rue commerçante appelée la Lijsbaan. Pete, à ce moment-là, il a 40 ans et il décide d'ouvrir sa boutique qui s'appelle Sportsuisse Centrum. C'est un peu comme Decathlon en fait, il y vend du matériel de loisirs, du matériel de sport et de camping. Pete remarque que le camping n'est pas très moderne. Qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il modernise le camping. Donc il crée une nouvelle tente qui s'appelle la tente bungalow. Je vous jure que quand j'ai lu l'histoire et quand je me suis renseigné, je savais pas que ça existait. En fait, la tente bungalow, c'est tout simple, vous le voyez sous vos yeux, c'est une tente dans laquelle on peut se tenir debout avec une fenêtre, bref, vous voyez un peu comme c'est foutu, c'est des grandes tentes quasiment telles qu'on les connaît aujourd'hui, quoi. Et en fait, ça fonctionne tellement bien qu'il ouvre son usine de tentes. Voilà, c'est... Bon, après ça, il s'arrête pas là, évidemment. Après le sport et le camping, il se lance dans le voyage. Donc Pete, il décide d'envoyer les gens en Espagne. Voilà, apparemment, c'est à la mode à cette époque. Et donc, il organise des voyages en Espagne et ça lui rapporte gros. Et là, si on commence à monter brique par brique, on commence à apercevoir quelque chose quand même. Pete a déjà vendu du sport, a déjà vendu du loisir, des voyages. Bon, il a presque la recette, mais il lui manque quelque chose. Pendant que Pete se régale à créer ses usines, ouvrir plusieurs boutiques et faire des voyages en Espagne, enfin du moins proposer des voyages en Espagne, les familles néerlandaises, quant à elles, commencent à avoir un bon budget. En plus, maintenant, elles ont du temps libre. Donc c'est le temps des vacances, le temps du pouvoir d'achat, messieurs, dames, le temps de la liberté et le temps du business, surtout. On est dans la tête de Pete, là. En 1966, Pete, il a une superbe opportunité d'acheter un terrain dans le Limbourg néerlandais de plus de 20 hectares. 2 ans plus tard, il y ouvre Sportsuisse Centrum de Lommergem. Je crois que je l'ai mal dit, mais vous l'avez sous les yeux. Et le concept, il est très simple et très malin du coup pour l'époque. Les vacanciers arrivent sur place et prennent possession de leur tente bungalow tout fraîchement conçue dans l'usine de Pete. Et là, plus besoin de s'embêter à prendre tout son matériel de camping comme à l'époque. Non, non, non. Là, il y a déjà tout le confort dedans. Tu te salis pas les mains pour monter ta tente, quoi. Et donc, très rapidement, les tentes laissent place à des bungalows en aluminium, qui, eux, sont encore plus haut de gamme, avec cette fois-ci des équipements encore plus luxueux, surtout pour l'époque, parce qu'on parle de baignoire, chauffage central, télé en couleur. Et en fait, ça fonctionne encore tellement bien qu'il appelle l'un des plus grands architectes des Pays-Bas, j'ai nommé Jaap Bakema. Il conçoit pour Pete un type de cottage hyper luxueux, qui gardera encore plus d'intimité que le bungalow en aluminium, tout en maintenant une vraie présence dans la nature. Mais sans les contraintes du camping traditionnel, et avec même, comme je vous ai dit, des équipements vraiment luxueux. D'après les dires, ce qui est frappant chez Pete, c'est qu'en fait, à chaque problème, il y trouve une solution.
Apparemment, un jour, il marchait dans son parc, une voiture est passée à côté de lui, ça l'a un peu agacé d'entendre les oiseaux chanter et cette voiture en même temps. Et donc, quelques jours plus tard, il a créé des parkings cachés derrière des grosses buttes de remblais pour ne plus faire circuler les voitures dans le parc. Mais du coup, suite à ça, découle un nouveau problème, c'est que les gens maintenant, ils galèrent à ramener leurs courses chez eux. Et donc, quelques jours plus tard, il met à disposition des dizaines de chariots pour ramener les courses jusqu'au gîte. Pete, il repère une friction et il a fait disparaître. Bon, le signal est clair à ce moment-là, tous les points sont au vert, le concept, il plaît, mais il plaît vraiment. À peine 2 ans après le premier parc, Pete il sait qu'il a la poule aux œufs d'or et du coup, il en réouvre un deuxième qui s'appelle Het Venenbos. Je suis désolé, je suis obligé de le lire, c'est pas facile à dire ça. Mais ensuite, en 1970, il ouvre Het Merdal, qui est le même concept. Mais c'est pas tout parce qu'en 1971, il ouvre encore un autre parc avec le même concept qui s'appelle De Utenhucht. Je crois que je l'ai bien dit. Et oui, là, les amis, on est dans les 30 glorieuses, donc vous vous dites, c'est quand même miraculeux ce truc. Mais c'est pas tout. Puisqu'en 1975, il décide d'en ouvrir un nouveau qui s'appelle Berkenhorst. Ça va, vous? Bon, bref, il a capté quelque chose, c'est que sa recette, elle est hyper reproductible en fait. Bon, maintenant, après avoir créé plein de parcs, Pete, ce qu'il veut faire, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Mais il est un petit peu bloqué. Bon, on a compris, un parc au vert, c'est hyper séduisant à cette époque. Et c'est hyper séduisant quand il fait beau. Sauf qu'aux Pays-Bas, le beau temps, c'est pas trop leur fort, quoi. Both today and yesterday. Donc s'il veut augmenter son chiffre d'affaires, il doit élargir les saisons. Il faut que les affaires continuent de fonctionner, même s'il fait moche. Et donc, au milieu des années 70, Pete commence à poser la base de ce qui va faire notre cher Center Park. Et donc, il décide de couvrir toutes les piscines des parcs. On est encore loin, si vous voulez, de l'univers de Center Park tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec son espèce d'ambiance exotique tropicale, mais on est quand même sur une petite révolution pour ses affaires. Bon, c'était pas si compliqué, le problème de la saison, il est réglé. Le concept devient de plus en plus grand, les espaces sont améliorés avec un aménagement de plus en plus sophistiqué. Et en 1978, Pete a 65 ans et il prend une décision. Il vend sa chaîne de magasins, Sport Suisse Centrum. Il décide de focus son énergie sur ce à quoi il tient vraiment. Mais surtout parce qu'il a un nouveau défi. Et son nouveau défi s'appelle De Hemhof. Ce tout nouveau parc, il est à une demi-heure d'Amsterdam. Et ça devient le premier à accueillir le fameux paradis aquatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec les palmiers, les toboggans, bref, presque tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est même ce dôme en fait qui fait la signature de Center Park. Et donc, ça y est, l'idée est là et elle traverse la frontière pour aller en Belgique, en Grande-Bretagne. Et c'est d'ailleurs en 86 que Pete a enfin donné le nom à ces parcs de Center Park. 2 ans plus tard, l'entreprise s'implante en France. Et ouais, chez nous, mais pas n'importe où, en Normandie, avec le domaine des Bois Francs. Et là, le projet a changé de dimension, si vous voulez. Il est tellement bien entouré que le chantier est un chantier gigantesque, avec des plans particulièrement complexes, énormément de routes, des plans d'eau, une station d'épuration dédiée. Pour vous dire, on compte jusqu'à 1000 ouvriers sur le chantier. On n'est plus sur un petit camping 1 étoile au milieu de la forêt néerlandaise, on commence à vraiment être sur une structure industrielle quasiment. Et en 1989, Pete, il décide d'arrêter et de revendre son entreprise. C'est d'ailleurs 7 ans après la cession de son entreprise que Pete décédera. Et tout ce temps qui est passé, finalement, Pete nous a laissé l'œuvre de ses idées à portée de main. Et encore aujourd'hui, plusieurs générations plus tard, Center Park fonctionne toujours. Et quelque part, je vous raconte cette histoire parce qu'elle touche quelque chose qui nous, êtres humains, avons au plus profond de nous. Comme le dirait William James, le plus grand usage d'une vie, c'est de la consacrer à quelque chose qui lui survivra. Et notre bon Pete, je crois qu'il a réussi. Merci à tous, si vous avez apprécié ce format, faites-le moi savoir par tous les moyens possibles. Un commentaire, un like, un message privé, un partage, bref, je prends tout. Merci pour votre participation et à bientôt.